Je me baladais avec un drone grand public, c'est comme si je me baladais avec une copie d'AR-15, tu vois, en mode ouais, j'ai un fusil rigolo, tu vois. Ah, il arrive tout de suite. Voilà, Parce qu'il a rapporté du matos avec la participation de Daz. On a été fouillé au fond de nos placards, vous allez voir. Littéralement au fond du placard. Hein. Quand tu m'as demandé ça, là, je suis parti en spéléo. Mais même nous, on a fouillé au fond du placard, on n'arrivait pas à trouver tellement que c'était au fond du placard parce que vous allez voir que même des appareils à la mode. Mon cher Raphaël, je te passe la parole. C'est quoi tous ces objets que tu as autour de la table alors qu'on a besoin que d'un smartphone normalement? Et oui, normalement, si vous êtes un mec actuel ou une personne actuelle, mais vous voyez que je vous ai amené plein de petits objets sympathiques. Et parce que un smartphone, eh bien les gars, si vous utilisez encore ça pour faire de la photo, vous êtes un petit peu has-been. Je vous ai amené plein de trucs, plus ou moins. Alors ça, c'est Daz qui l'a ramené. Ça va peut-être vous rappeler votre jeunesse. C'est magnifique. Ça, c'est beaucoup plus récent. Petit Fuji X106. Enfin bref, je vais vous faire un petit détail de chacun. Des petites merveilles technologiques. Évidemment, les Ray-Ban Meta, on était obligé d'en parler si on parle de caméra et d'appareils photo du futur. Mais voilà, je vais vous détailler chaque petits objets que je vous ai ramenés. Et puis là, n'hésite pas à me dire si je suis trop long, parce que je pourrais en parler pendant des heures. En fait, Raphaël, c'est juste, effectivement, nous expliquer pourquoi ces objets, pour des raisons différentes, sont revenus à la mode. Vous allez voir, il y a des hypes, mais pour des raisons différentes sur les 5 ou 6 appareils que Raphaël a amenés. Et c'est ça que je veux comprendre. Pourquoi les gens rachètent des appareils dédiés? Le Fuji, là c'est le X106, c'est vraiment le dernier du nom, c'est le compact expert de ces dernières années. Alors lui, il est sorti en 2024. Il y a eu plein d'autres versions avant, c'est la 6e. Moi, j'avais déjà personnellement le 3. J'ai eu le 5 et puis j'ai réussi à obtenir le 6, même pas grâce à mes liens dans la tech. Je me suis débrouillé tout seul comme un grand et ça c'est assez fou parce que la hype est tellement forte sur cet appareil depuis la 5e génération que c'est impossible de mettre la main dessus. Les prix sont délirants, c'est-à-dire que même d'occasion, ça coûte parfois plus cher que le neuf d'il y a quelques années. Et donc voilà. Alors pourquoi c'est trop bien? Parce que ça vous permet de faire des photos quand même assez différentes de ce que vous faites avec un smartphone. Vous avez un design, un look rétro qui est quand même assez ouf. Quand vous avez un bonnet et une barbe, ça va super bien, évidemment. Attention, je vais l'appeler Rachida Dati. Pardon. Et voilà, c'est en pénurie depuis. Il est sorti en 2024, c'est très très compliqué de mettre la main dessus. Les précommandes, c'est l'appareil photo le plus précommandé de l'histoire. Ah ouais, c'est absolument fou. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, en fait, il fait tout bien. La qualité d'image, elle est vraiment exceptionnelle. Tu as surtout je pense que les gens aiment bien le fait que tu as beaucoup de filtres qui sont déjà intégrés par Fuji à l'intérieur et qui te donnent un petit aspect rétro sur tes photos sans avoir forcément besoin de les exporter en RAW, de les post-traiter sur un ordinateur. Tu as accès directement à des JPEG de qualité. Et voilà, donc je pense que le look, les fonctionnalités, la qualité d'image font que tu as un objet qui est pour moi quasiment parfait et c'est pour ça que je l'utilise depuis donc là, des années. Attends. Est-ce qu'on peut s'arrêter un instant pour dire que des gens dont la photographie est un domaine d'expertise nous disent que l'appareil qu'il faut avoir, c'est celui qui permet d'avoir des filtres Snapchat directement dans l'appareil. C'est pas des filtres Snap, Daz. C'est plus noble que ça. C'est plus noble, ok. C'est des filtres qui émulent des pellicules Fuji qui étaient très réputées. Ah, bien sûr. Il suffit juste de changer comment on dit filtre Snapchat. Si tu dis c'est extrêmement précis. Qui émite des pellicules. Non. Il y a un traitement du violet dans la Velvia qui est vraiment... C'est comme si tu parles à un mec qui te parle de café. Enfin, si je croque ce truc-là, je peux sentir Mais est-ce que par exemple, ça, là, dans ton tour d'horizon des news, est-ce que tu aurais parié sur un truc comme ça il y a quelques années encore? Parce que normalement, on en a beaucoup parlé avec Raphaël, mais effectivement, il y a un gag autour de Fuji, c'est que entre tradition et modernité, qui est quand même un gag, entre tradition et modernité, Fuji, ils ont dit let's go banco. Ils ont tout mis dedans, ils ont fait une gamme d'appareils photo qui avait une ligne rétro, qui avaient des filtres qui rappelaient l'argentique au moment où l'argentique revenait à la mode, mais qui ont des capteurs et des processeurs, etc., mais super sophistiqués et hyper qualitatifs. C'était pas le domaine de Leica de faire des trucs délicieusement rétro eux, c'est entre tradition chère et modernité chère. Voilà, c'est ça. Oui, parce que là, les prix... Tu peux rappeler le prix, Raphaël, du coup, de ce Fuji? Ouais, alors on était sur la version 5, on était à 1 500 €. La petite augmentation quand même, vous connaissez la tech en ce moment, on est à 1 800 € quand même. Donc c'est pas non plus destiné à tout le monde, à tous les budgets.
Mais vous avez un appareil que vous pouvez emporter partout, qui est quand même très compact, qui a une qualité de ouf. Et je rappelle, vous ne pouvez pas changer l'objectif. C'est une focale fixe. Donc, si vous voulez zoomer, il faut marcher quelques pas. Comme avant, quoi. Oui. Mais ce qui est bien d'un point de vue créatif, en vrai, moi, c'est pour ça que je l'adore, c'est que vous pouvez faire quand même énormément de choses avec ça. Et encore une fois, la qualité, elle est vraiment ouf. Ouais, ils ont récupéré, je crois, le processeur et le capteur des très haut de gamme de chez Fuji, les XH2, XT5, etc. C'est ça, surtout sur cette nouvelle version, on est passé à 40 mégapixels. La stabilisation est enfin arrivée. Oui. Ça, on l'attendait depuis des années. Donc voilà, franchement, maintenant, il est très très mature et je vois pas trop comment ils vont pouvoir l'améliorer sur la prochaine génération. Si vous arrivez en tout cas à la voir, il y a quelqu'un dans le chat qui dit sympa d'avoir invité l'âme dans Discate. Oui, c'est vrai. Il fallait qu'on vous dise. Ça sera un gag pour 20 personnes dans le chat, bien sûr. Deuxième appareil qui est assez différent d'ailleurs, Raphaël, de ce Fujifilm X106. Évidemment. Alors, figure-toi que tu m'as parlé de cette hype autour de ces petits appareils compacts ou ces petits appareils CCD, qui y a un revival de fou en ce moment sur Reddit, sur les réseaux. Et j'ai un pote qui est vraiment complètement extérieur à la tech qui m'en a parlé la semaine dernière. Donc je me suis dit, il y a vraiment un truc autour de ces petits appareils. Alors, ces trucs-là, c'est ceux que vous connaissez tous, que vous avez peut-être eu au début des années 2000. La qualité d'image, elle est éclatée. Vous avez 2, 3, 4, 6 mégapixels. Celui-là, on a 10. C'est absolument fou. C'est absolument fou. Merci Daz de l'avoir ramené. D'un point de vue technique, en fait, c'était des capteurs un peu différents de ceux qu'on a aujourd'hui sur tous nos smartphones et nos appareils photo. Le CCD, en fait, c'est le nom du capteur qui avait des avantages et des inconvénients, évidemment. Notamment en basse lumière, très peu de bruit électronique, très peu d'artefacts et par contre, une gestion du blooming qui était un peu bizarre. Le blooming, c'est des effets de halo un peu chelous. Bref, ça, c'est pour la partie technique. Pourquoi ça cartonne ? Eh bien, parce que déjà, il y a forcément la nostalgie. Ça, la nostalgie, c'est imbattable. Ouais. Ça nous rappelle notre jeunesse, j'imagine. Enfin, peut-être, vous étiez peut-être un peu moins jeune déjà. Moi, j'avais 40 ans. le petit tacle gratuit. Mais voilà, je pense qu'on en a tous eu. Ça coûtait pas très cher. Et vous avez quand même un rendu d'image qui est différent de nos smartphones. L'approche est différente. Vous avez un rendu qui est assez cinématographique, des images un peu sombres, un traitement des couleurs qui est un peu différent. Et donc, vous n'avez pas cette image parfaite que vous avez avec vos iPhones et vos smartphones Android. C'est un rendu qui est un peu plus low-fi, disons, mais qui est très sympa. Ah non, est-ce que c'est un peu le vinyle des appareils photo ? C'est ça. Ou des gens, non, mais il y a des gens qui trouvent les défauts du vinyle et qui vont y trouver une magie dans les défauts du vinyle. Pour moi, là, il y a des gens qui vont trouver dans le capteur CCD une magie de regarde-moi, c'est le nuage brûlé. C'est les gens qui jouent aux jeux PlayStation. Regarde, social gris qui devient blanc. Pour moi, le vinyle de l'appareil photo, c'était l'argentique. Au début de ma carrière, les hipsters, c'était l'argentique. Oui, c'était l'argentique. Mais là, toutes les modes avancent. Donc là, tu retrouves tes photos d'enfance. Tu feras ces couleurs un petit peu froides, délavées. Ces images de merde, concrètement. Ces images soleil qui crament complètement l'image. Je veux retrouver ça. Il y a des gens qui achètent des baladeurs cassettes, Daz. Mais ouais, mais je sais pas, on a passé toute notre vie à attendre des bons trucs qui permettaient d'avoir un rendu fidèle et une image propre. Et maintenant qu'on l'a, on dit ouais, mais finalement, c'était mieux. Mais on se rend compte qu'on n'est pas heureux avec ça. Non, mais là, je suis d'accord avec Raphaël, c'est que je pense que la nostalgie, ça bat tout. La nostalgie nous fait reporter des lunettes Oakley dans la rue et porter des chaussures, les lunettes de skateboard. Par contre, je vous rappelle qu'il y a un rappeur qui va remettre les pattes def à la mode des os pour nous. Non, personne n'est d'accord avec les bootcuts. Mais Kendrick, voilà. Mais moi, je suis d'accord de dire, en fait, les rendus de ton enfance. Donc à un moment, tu as commencé avec les petits appareils photo compacts, pas chers que Raphaël là, que on a tous eu. Ça te fait rigoler. Oui, mais en fait, ce qui est très drôle, c'est pourquoi revenir à ces objets-là quand les objets modernes, les appareils modernes peuvent émuler. Il y a plusieurs raisons, en fait. Déjà, tu n'es pas obligé de passer par du post-traitement si tu achètes un hybride actuel haut de gamme, ou même ça, même ce petit Fuji, là, généralement, il faut quand même faire du post-traitement sur un ordi, et ce n'est pas donné à tout le monde, techniquement et financièrement. Et puis, tu as ce rendu, comme je disais, un petit peu low-fi. Tu vois, c'est comme la photo instantanée. Moi, je trouve ça génial. Tu as des photos absolument dégueulasses. Vous savez, les Polaroid ou les Instax, c'est dégueu, mais en même temps, c'est quand même très sympa. Et puis, le dernier point, je pense, c'est quand même le budget. Parce que ça, vous en trouvez... Alors, les prix ont un peu explosé sur certains modèles. Les PowerShot, les CyberShot, comme ici, de Sony. Ça se trouve d'occasion sur eBay, Le Bon Coin, etc. Mais ça coûte, vous pouvez en sortir pour 50, 100, 200 euros maximum. Donc forcément, c'est beaucoup plus accessible qu'un Fuji X106 à 1800 balles ou un Sony Alpha 9 III qui en coûte des milliers.
Dans le chat, il y a Alien Psycho qu'on salue, qui a participé pendant longtemps à Option Tech, qui dit parce que c'est nul de tricher, il n'y a plus le vrai authentique aussi. Tu peux effectivement mettre des filtres craquements de vinyle sur tes MP3 ou sur tes trucs, mais en fait, vraiment, si tu veux écouter du vinyle, avec les craquements du vinyle, Oui, non, mais j'entends, mais c'était des choses qui étaient considérées comme des défauts. Oui, mais le noir et blanc était une contrainte technique avant et c'est devenu une esthétique. Ouais. C'est vrai. Ouais. On veut retrouver les défauts. Dans le monde du jeu vidéo, tu connais, tu fais de l'émulation, tu les utilises, les filtres. Oui, mais alors. Font les skylines, pour avoir le skyline un peu comme tes vieux moniteurs. Oui, mais c'est jamais aussi bien. Tu vois, quand t'as eu la Oni. Non, parce que alors, tu sais quoi, ça, c'est un discours que je répète devant ma glace à chaque fois que les gens vont me prendre en défaut sur l'émulation. Moi, par exemple, quand je fais de l'émulation, j'émule des jeux qui étaient le top de la qualité à leur époque, c'est-à-dire principalement de la 16 bits et principalement de la Neo Geo, par exemple. Tu vois, jamais de la vie, je vais rejouer à un jeu PlayStation 1. Tu vois ? Non, mais d'accord, mais le problème, la question de l'écran se pose toujours. Quand tu joues à ton jeu Neo Geo sur ton écran plat, tu n'auras jamais le même rendu que la télé cathodique qui avait un truc bien spécifique et qui te donnait une image bien spécifique. Et là, c'est pareil avec des capteurs CCD, effectivement. Je pense qu'on va retécharger les Real Players aussi pour avoir des vidéos en 320. Pour avoir une au milieu de ta vidéo. Allez, appareil suivant, Raphaël. Le suivant, c'est un produit incontournable de cette année. Chrono, que vous connaissez bien, vous dirait que c'est le produit de l'année. Alors celles-là me vont pas du tout, c'est pas les miennes. Hein. Ça va, t'es beau, Raphaël. On me les a prêtées, je fais vachement plus intelligent. Les Ray-Ban Meta, qui est quand même une grosse dinguerie. Et gros carton aussi, gros carton. Moi, je suis quand même pas hyper convaincu et je vais vous dire pourquoi. C'est l'appareil photo et la caméra ultime. Vous pouvez vous les poser sur la tête, vous pouvez filmer où vous voulez, quand vous voulez. C'est un produit qui est quand même assez clivant. Caméra de 12 mégapixels, vous avez des haut-parleurs dedans, vous avez des touches tactiles sur les côtés. Bref, c'est le turfu. Alors, par contre, vous balancez la dose de données à Meta, vous financez Zuckerberg, ça, c'est quand même pas la folie. Mais bon, en même temps, on a un petit peu l'habitude avec Google, Amazon et consorts, nos données, on sait que c'est terminé. Alors, ce qui est cool avec ces... Moi, je les ai pas testés pendant longtemps, on me les a prêtés quelques jours, donc c'est pas un test au long cours que je peux vous faire, mais il y a quand même des aspects qui sont très intéressants. Déjà, vous pouvez prendre des vidéos qui sont assez uniques, puisque vous n'avez pas besoin de tenir une caméra dans les mains. Donc, c'est trop bien. En termes de... Pour les créateurs, c'est quand même absolument fou d'avoir les mains libres et de faire des vidéos comme ça à la volée. Ça, c'est ouf. Pour les parents qui veulent faire des photos ou des vidéos de leurs enfants, à tout moment, sans avoir à aller chercher l'appareil photo ou le smartphone, c'est quand même assez cool. Autre élément, vous pouvez écouter votre musique, recevoir des appels, et ça, c'est assez sympa, mais... je vais vous dire pourquoi, moi je trouve ça dégueulasse. Mais ouais, vous pouvez écouter de la musique sans avoir des intras dans les oreilles. Donc pour ceux qui sont à vélo, je ne suis pas sûr que ce soit très légal, mais ça, l'âme doit savoir mieux que moi. C'est légal, si. Mais je crois que c'est en train de changer. On est dans la zone gris clair de la légalité, ouais. Mais donc voilà, si vous voulez être quand même conscient de votre entourage dans le métro ou sur votre vélo, c'est quand même sympa. Par contre, il y a quand même pas mal de défauts. Déjà, en termes de vidéo, vous pouvez filmer qu'à la verticale. Ça, c'est un peu dommage, notamment, je pense, aux youtubeurs qui sont au format paysage et qui peut-être que la solution existera plus tard. Mais... Ouais, moi, je trouve que c'est maintenant, toutes les vidéos que tu vois sur Twitter, elles sont filmées à la verticale parce qu'au téléphone... Et, je pense que si tu veux faire un vlog sur YouTube, en tant que créateur de contenu... Mais tu fais un short. Plus personne ne fait de vlog sur YouTube. Ah, c'est ça. Mais c'est ça, tu fais un short. Parce que là, il sera à la verticale. D'Azenesta, tu vois, je me disais, il y a peut-être un truc à relancer. Le vertical, c'est le nouveau paysage. C'est que beaucoup de gens aujourd'hui sont éduqués à la vidéo verticale par défaut. Paysage, c'est genre, je vais au cinéma, tu vois. Alors, ok, donc format vertical, admettons, mais par contre, il n'y a pas une contrainte de durée de vidéo ? Oui, il y a une contrainte de durée de vidéo aussi. Voilà. Tout à fait. Oui, dans le chat, il suffit de pencher la tête à 90 degrés. Problème résolu. C'est vrai. Je remonte aussi des petites questions, parce qu'il y a beaucoup de questions sur ces Meta Ray-Ban qui cartonnent dans leur génération 2, même si Raphaël n'est pas fan. Est-ce qu'on peut les mettre à notre vue ? Oui, c'est une partie de leur succès. C'est qu'on peut les adapter à notre vue. Elles sont vendues comme des montures de lunettes classiques, mais plus chères dans les opticiens. Et 2, évidemment, 35 gags sur les sextapes. Bien sûr, on y a tous pensé. Mais au format vertical. C'est une vraie sextape. Oui, c'est vrai. C'est que maintenant, les sextapes... Et du coup, ça ne marchera pas sur les réseaux sociaux, ça, par contre. Pas tous les réseaux sociaux. Voilà, ça dépend duquel. Ok. Il n'empêche, Raph, donc c'est quand même... est-ce que vous, sur les numériques, vous avez vu plus de commentaires ou d'audience dessus ? Parce qu'on sait, nous, que les Meta Ray-Ban 1
ont été un succès étonnant par rapport à ce à quoi on s'attendait. Et c'est cette version 2 qui a vraiment augmenté les performances, qui a cartonné. On a vu beaucoup de gens sur des réseaux sociaux les adopter vraiment comme dans leur arsenal, en tout cas, de production de vidéos, pour dire c'est vraiment génial. Effectivement, je peux faire du vélo avec, je peux faire de la cuisine avec, du vlog, etc. Oui, mais pendant quoi? Pendant 1 minute 30? Ou tu peux filmer encore une fois, les gens, ils font des séquences maintenant hyper courtes. Est-ce que, Raphaël, vous avez vu un peu l'engouement via les numériques? Ouais, carrément, ouais. Non, franchement, même au sein de la rédaction, tu as des gens qui sont quand même très hypés par le produit. Hein. Je vous parlais de Chrono qui les porte vraiment tout le temps, qui nous fait des vidéos de ses enfants régulièrement, et de sa Tesla, bien sûr. Mais je comprends la hype, mais pour moi, il y a quand même trop de défauts pour le moment. La qualité d'image en basse lumière, elle est quand même vraiment pas ouf. L'impossibilité de faire du vertical et de l'horizontal, ça je vous l'ai dit. Qualité audio, il y a une bonne spatialisation, c'est assez sympa, mais honnêtement, j'ai écouté un peu de musique avec. Au bout d'1 minute, j'étais saoulé de ouf parce que ça marche en partie par conduction osseuse. Ah oui, spécial. Et ça, si vous aimez pas, ça vous fait sur certaines fréquences, ça vous fait des vibrations qui sont vraiment ultra désagréables. Moi, vraiment, j'ai trouvé ça dégueulasse. Et vous avez évidemment l'intelligence artificielle de Meta qui est dedans. C'est un des arguments principaux. Mais pour le moment, elle est quand même pas folichonne, je trouve. Je lui ai posé des questions assez basiques du genre quel est l'âge de Donald Trump? Et Meta m'explique qu'il ne peut pas parler de politique et que c'est interdit. Donc ça, j'étais un peu sur le cul. Des questions aussi. Hier, je lui demandais qu'est-ce que tu peux me dire sur le LG 65 G4, qui est un téléviseur qui est sorti il y a 1 an, qui est un des trucs les plus vendus du marché. Eh ben, il n'a aucune info sur ce téléviseur. Et donc voilà, je trouve qu'il y a quand même des limites. Après, il peut répondre à des questions assez basiques, hein, quelle est la hauteur de la Tour Eiffel, etc. Alors, aux États-Unis, c'est bien plus avancé. Maintenant, vous pouvez même faire une captation en direct de ce que vous regardez et lui poser des questions. Ça, c'est pas encore dispo en Europe. Vous savez qu'on est un peu plus frileux du côté de l'IA. On en parlera avec Nico, ouais. Mais voilà, vous pouvez scanner, faire de la traduction en direct. Vous pouvez lui dire tiens, qu'est-ce que je tiens dans les mains, qu'est-ce que c'est, quel est l'indice calorique de ce paquet de chips, et ça vous donne les réponses. Mais pour l'instant, pas dispo en Europe. Et donc l'intérêt, finalement, je le trouve assez limité, sauf si vraiment vous êtes créateur de contenu et que vous voulez faire des vidéos un peu sympas. Pour le grand public, je vois pas encore trop l'intérêt, mais peut-être que vous allez me dire qu'il y a des trucs que vous trouvez fous là-dessus. Hein, mais on en parlera quand tu reviendras autour de la table avec nous, parce que déjà, on réagit beaucoup, mais on pourra en discuter et revenir sur certains appareils. Moi, personnellement, c'est le form factor qui me hype le plus depuis des années. Pour les avoir utilisés à vélo, ça change le game, comme dirait l'autre. Ah bah oui. On passe à l'appareil suivant, Raphaël. De quoi tu nous parles? Évidemment, si on parle de caméra compacte et de petits trucs à emporter, l'Osmo Pocket 3, c'est quand même... alors là, c'est sur fond noir, noir sur fond noir. Peut-être que si je la mets là, on la voit mieux. C'est vraiment un form factor qui est assez ouf. Vous voyez la taille de cette caméra. Gimbal intégré stabilisé sur 3 axes. Et en fait, vous pouvez faire énormément de choses avec ça. Pour un budget, bon, ça coûte un petit peu de sous, mais c'est autour des 500 €, voire 650 € en pack. Mais pour un créateur, ça évite de s'acheter une vraie caméra ou un appareil photo hybride qui coûte beaucoup plus. Il faut se trimballer des objectifs. Là, vous voyez que je glisse ça dans ma poche et je peux filmer ce que je veux, où je veux, en vertical, à l'horizontale, en 4... Voilà, les deux. En 4K. Alors, quand vous êtes à la verticale, c'est limité à la 3K, mais bon, c'est quand même très bien. L'ergonomie est vraiment bien. Franchement, vous n'avez même pas besoin de regarder de tutos pour voir comment ça fonctionne. C'est hyper intuitif. La qualité d'image, elle est excellente pour la taille du produit. Vous pouvez zoomer, vous avez un suivi du visage qui est hyper efficace si vous faites du vlog. Moi, perso, je m'en sers dans le domaine pro pour faire des vidéos quand je suis en déplacement et sur des salons notamment. Et franchement, ça marche super bien. Vous avez évidemment plein d'accessoires qui vont avec, les petits micros que vous avez dans le pack à 600 balles, des petits trépieds, des petits filtres pour modifier la qualité d'image. C'est vraiment bien, quasiment 2 heures d'autonomie. Et moi, c'est un produit que je trouve vraiment ultra intéressant, surtout qu'il a quasiment aucun concurrent sur le marché. Ouais, on aura l'occasion d'en parler parce que je crois que Daz a craqué récemment et qu'on a vu effectivement beaucoup de créateurs et de créatrices de contenu et de journalistes ne juraient plus que par cette DJI Osmo Pocket 3. Et on en parlera en détail, mais effectivement, comme les Meta Ray-Ban, les versions précédentes avaient eu leur petit succès mais n'avaient pas percé. Et il y a cette génération qui a tout explosé parce que le capteur 1 pouce, il y avait un vrai bond en avant en termes de qualité d'image, parce que les algorithmes, etc. Et c'est vrai que pour 500 €, on a des résultats qui sont assez
assez bluffant. C'est comme tu disais, Raphaël, c'est DJI qui n'a pas vraiment de concurrence dessus. On va parler après de l'apparition, il y a de la concurrence. Mais c'est vrai que j'ai pas réussi à trouver quelque chose d'aussi qualitatif et compact. Ou alors on met son smartphone. Mais j'ai l'impression que tous les gens qui ont essayé d'acheter une gimbal avec le smartphone, en fait, tu passes ton temps à avoir besoin de ton smartphone pour décrocher une notif, faire autre chose. Et en fait, c'est très chiant à accrocher, décrocher. Et en fait, c'est là où on se rend compte qu'avoir un appareil dédié, en fait, vraiment, on le sort beaucoup plus facilement et tout le temps. Mais on reviendra dessus avec toi, Daz. Je sais pas, toi, tu l'as pas, Nico? Non. Bon, Daz l'a acheté, on reviendra avec lui dessus. Et on termine avec le dernier appareil. C'est aussi du DJI, mais là, il y a de la concurrence, Raphaël. Ouais, alors DJI que vous connaissez aussi parce qu'ils font des drones, évidemment. Sans doute parmi les meilleurs du marché. Alors il y a d'autres concurrents moins connus, il y a Overair notamment, dont on entend un petit peu parler. Et là, ils ont sorti, il y a quelques mois, le DJI Neo. Alors chez Overair, l'équivalent, c'est le X1, il me semble. Et c'est des mini-drones que vous pouvez utiliser en intérieur, qui pèsent à peine, alors pour le DJI Neo, c'est 135 grammes. Donc c'est pareil, vous pouvez l'emporter partout, dans un sac à dos. C'est un premier pas dans l'univers du drone, soit pour ceux qui n'ont pas forcément le budget, parce que vous le trouvez à 200 € en prix de base, c'est-à-dire sans aucun accessoire. Sinon, ça monte quand même à 350 avec le pack. Mais à 200 €, vous pouvez déjà l'utiliser avec votre smartphone sans télécommande. Ça marche plutôt bien. Vous avez des pales, contrairement aux autres drones qui sont protégés. Je ne sais pas si vous le verrez sur les images. Voilà. Oui, on voit. Tout est protégé, donc vous pouvez l'utiliser. C'est peut-être plus adapté à des enfants qui pourraient s'amuser avec. C'est plus adapté à l'intérieur, évidemment, pour les créateurs, encore une fois. Ça filme en 4K 30 images par seconde ou en 1080p à 60 images par seconde. Alors, c'est évidemment pas aussi bien que les modèles plus haut de gamme, c'est sûr. En termes de qualité d'image, c'est pas la folie, faut être honnête. Moi, je l'avais testé à l'IFA l'année dernière, en basse lumière. Enfin, sur un salon, il y a quand même beaucoup de lumière, mais tant que tu n'es pas en extérieur, c'était assez bruité, c'était pas la folie non plus. Donc voilà, c'est un drone d'entrée de gamme, il ne faut pas l'oublier. Après, on en parlera aussi, mais effectivement, l'intérêt, c'est que, comme le disait Raphaël, ce drone vient répondre à un concurrent qui s'appelle le Overair X1, qui a aussi été un carton qu'on n'a pas vu venir, et on s'est rendu compte que tout d'un coup, beaucoup de réseaux sociaux étaient blindés de plans de drones selfie, des dronistes, comme on dit, puisque évidemment, ces drones ne sont pas faits pour faire des courses ou être envoyés des kilomètres. C'est vraiment, tu le lances de ta main, il fait une rotation autour de toi, il a des routines en fait, et tu peux faire en 2 secondes des plans de toi, évidemment pas possible en vrai. Ils sont très petits, ils rentrent littéralement dans des poches de veste, ils sont pas trop chers, et pareil, les drones existent depuis longtemps, et en fait là, on a vu le form factor. Je crois que Snap avait tenté un moment de faire un drone, qui était un drone selfie, qu'on avait testé chez Nimei, qui était nul. Ils avaient compris qu'il y avait un truc, ils n'avaient juste pas le produit, quoi. Mais bon, là, en tout cas, le DJI Neo et surtout le Overair, un petit peu. En fait. Et l'Overair X1 qui sont effectivement ces drones plus petits, moins chers, beaucoup plus simples à manier, parce que je pense que les gens ne veulent même pas les piloter, et qui vous follow quand vous faites des balades, et qui font des 360, etc.